Le product market fit, c'est un truc quand tu l'as, tu le sens, il n'y a pas de doute. Et si tu te demandes si tu l'as, c'est qu'en fait tu l'as pas. Bonjour William Ovett, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Asphalt créé en 2016. Je voulais pas juste faire une boîte pour faire du blé. Je voulais faire une boîte parce que j'avais envie que ça soit utile. Personne fait de la précommande à aussi grande échelle que nous. Ouais, à 100%, ouais. Ulule nous l'avait dit à l'époque, c'est-à-dire que si tu fais pas un bon J1, t'as très peu de chances de faire une bonne préco. Et en fait, ce qu'on voulait quand même, le challenge, c'était de montrer que tout de suite, on voulait être une marque très large en termes de catégories. Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2. Il s'agit de Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction de site web no-code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Weglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Poney Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Weglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Weglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15, SANDWICH 15, avec le code SANDWICH15, du coup 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Écoute, bonjour William, Salut merci Hugo. à toi. Merci à toi. de nous accueillir du coup chez Asphalt avec ce super setup pour enregistrer ce podcast. On a eu du mal à savoir. Ouais. Entre les agendas des uns et des autres, tu devais être dans la saison 1, donc finalement tu es dans la saison 2. Ok. Mais d'ailleurs, tu es très bien accompagné. Hein. Il y a du très bon monde. Jean de la Roche-Brochard, Alisa Gury, Thibaut Solide. Elzière, du très très lourd. Ah ouais, d'accord. Donc très content de C'est pouvoir sérieux. faire ce podcast Ok. ensemble. Moi aussi. T'es le seul copain de la saison 2 parce que pour le coup j'avais commencé la saison 1 avec que des potes pour être à l'aise. Mais là du coup c'est très cool qu'on puisse Ouais, grave. c'est vrai que s'il y a des gens qui ne connaissent pas William et qui surtout ne connaissent pas la marque Asphalt, ça va être l'occasion. Ouais, grave, avec plaisir. Écoute, en tout cas, c'est super sympa de m'inviter. Moi, je suis déjà un fidèle auditeur de Club Sandwich, même si ça fait pas longtemps. Ouais, Club Sandwich qui va changer de nom donc Ok, bon, de ton je podcast. pense que quand il sortira, j'aurai déjà fait la com dessus mais bon ouais, malheureusement il va sauter. Et voilà, donc non, très content. Ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast en plus, donc cool, je suis content. Vas-y, comme ça il y aura sûrement plein de trucs nouveaux à raconter. Je pense la petite classique, si tu peux te représenter comme Ouais. ça, que les gens Grave. sachent qui tu es, qui est William, Ouais. est William d'Asphalt. Carrément, écoute, donc William, j'ai 37 ans, ça fait 12 ans que j'entreprends, 12 ans, un truc comme ça. J'ai commencé tout de suite après avoir fait une école de commerce. En fait, j'ai senti quand même assez tôt que j'avais envie d'entreprendre. Famille d'entrepreneurs globalement, les parents, la grande sœur, le petit frère, on est en fait tous entrepreneurs, donc voilà. Et ouais, école de commerce. Puis ensuite, j'ai monté une première marque qui s'appelait 6 et 7 que j'ai développée pendant 4-5 ans avec un pote d'école et qui a pas marché, qui était déjà une marque de fringues, mais marque de pull fabriquée en Italie qu'on a essayé de revendre dans des boutiques multimarques et on avait aussi deux boutiques en propre à Paris. Et après 4-5 ans, on galérait et moi j'en avais marre. En fait, j'avais envie de faire un truc différent. En fait, je me suis rendu compte après 4-5 ans que j'avais monté un peu une marque de fringues à l'ancienne. Ouais. Alors qu'en fait, je voulais faire un truc un peu, un truc qui tabasse un peu, tu vois, un truc un peu nouveau et un truc plus ambitieux aussi. Et Le truc à l'ancienne pour expliquer aux gens en fait, c'est que c'est le schéma classique. Ouais. Tu dessinais quoi, deux collections par an, automne-hiver, Ouais. printemps-été. Tu faisais tout, tu les vendais du coup à des magasins multimarques Ouais. un an à l'avance. Exactement. Avec en plus tous les sujets de trésorerie et de non-paiement que ça pouvait Ouais. impliquer. Enfin voilà, c'était ça un peu l'ancien, Ouais, exactement. un peu l'ancien monde quoi. En fait, quand on a démarré, tu vois, moi je suis sorti d'école en 2011, on s'est lancé avec mon pote, on avait zéro expérience, on n'avait pas de réseau là-dedans, pas d'argent, on n'avait rien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des gens qui faisaient ce métier depuis longtemps, on leur a demandé comment on fait pour monter une marque de fringues. Et tu vois, 2011, en fait,
le web, c'est pas si gros en fait, tu vois, c'est ouf, c'est il y a 12 ans, mais en fait le web, c'est pas énorme. Et la fringue en e-commerce, c'est pas gros du tout, tu vois. Et donc du coup, nous, tout ce que les mecs nous disent, c'est en fait, ils nous sortent un playbook qui est un playbook des années 80, 90, 2000, qui est un playbook wholesale où effectivement, en gros, c'est tu fais 2 collections par an, tu vas acheter ta place sur des salons. Tu présentes tes collections. Ta collection, elle a intérêt à être un peu large, sinon en fait personne ne te voit. Donc en fait, ça te pousse à faire plein de modèles, alors qu'en fait, tu n'as pas envie d'en faire 10 000 non plus. Et tu vas essayer de revendre ta cam à des boutiques multimarques. Donc c'est un modèle qui existe encore et qui marche pour certaines marques. Même si mais globalement, ça fait la gueule, quoi. Ouais, globalement, tu vois, de manière générale, c'est quand même un marché qui est en décroissance depuis je sais pas combien d'années. Donc c'est ça, ouais, on s'est retrouvé dans ce modèle-là vraiment à l'ancienne. Et en fait, c'est surtout un modèle où les mecs me disent, bah en fait, pour avoir une chance d'être rentable un jour dans ce modèle-là et de faire une vraie boîte du coup, il faut que tu fasses des marges quand même assez importantes parce qu'en fait, il y a plein de gens qui bouffent en fait entre le client et la sortie d'usine. Il faut que tu donnes la moitié de la valeur à ton revendeur, tu vois. Il faut savoir que quand quelqu'un achète un pull 100 € aux Galeries Lafayette, par exemple, il y a 50 € qui va aux Galeries Lafayette, 50 € qui va pour la marque. Ouais. C'est vraiment split de la valeur en deux. Ce qui paraît en fait, ce qui choque pas mal de gens quand je le dis, mais en réalité, même les Galeries Lafayette, avec la moitié de la valeur, ils galèrent parce que eux, ils doivent payer les vendeurs. En réalité, ils vendent très souvent en solde aussi. Donc, puis le foncier, quoi. Le foncier, enfin voilà. Donc c'est un modèle où finalement, j'avais l'impression que c'était un peu perdant pour tout le monde sur la ligne, tu vois. Et donc avec Asphalt, l'idée c'était effectivement d'être beaucoup plus direct avec le consommateur. Donc on l'a fait comme beaucoup de marques, mais nous on est allé plus loin parce que effectivement on a un modèle de précommande. Donc on vend avant de produire, ce qui est très particulier. Donc voilà. Donc effectivement la fin de l'histoire de 6 et 7, c'est qu'après 4-5 ans on galère. Et quand je suis vraiment au pied du mur, je me dis que je repars de zéro. C'était quoi la taille à peu près à l'époque? Petit, hein. Genre quoi, 1 million d'euros, un peu moins, un peu plus? On faisait moins, non, on faisait moins que ça. On avait en fait 2 boutiques en propre et on avait genre 40-50 revendeurs et un petit e-shop. Et je crois qu'on faisait genre 500 000 € de chiffre d'affaires, tu vois. Vraiment, c'était petit, tu vois. Et là, l'e-shop, c'était quoi la part par exemple? 20% peut-être. Donc en fait, ce qui montrait du coup ta grande expertise e-commerce quand tu te lances dans Asphalt, qui va être un pure player. Ouais, non, grave. On était... En fait, on était vraiment, on était plutôt focalisé par le wholesale et le retail, parce qu'en fait, les collections, on les préparait pour ça. Effectivement, le wholesale, ça implique que ta collection, elle doit être prête 1 an à l'avance. Donc le wholesale, c'est quand tu vas vendre chez des revendeurs, et le retail, c'est quand tu as tes boutiques en propre. Exactement, ouais. Et du coup, donc en fait, le timing et la taille de la collection étaient imposés par notre canal wholesale plus que par notre canal digital, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on était obligé 1 an avant d'avoir des collections assez larges. Et du coup, toute la séquence, les timings de production, tout était calé par rapport à ça. Et en fait, dans le digital, si tu veux être très bon en digital, il faut avoir un calendrier digital. C'est-à-dire qu'il faut lancer des produits, il faut animer, etc. Et en fait, en faisant 2 drops par an, tu fais pas grand-chose en digital. Donc, c'est vraiment un modèle qui est complètement différent. Mais donc voilà, 6 et 7, on fait ça pendant 4-5 ans. Et au moment où, en fait, on fait une petite levée de fonds en 2015. Et on ouvre une boutique, avec DBA ou c'est Love Money? Ouais, c'était DBA, un peu de Love, Business Angel. Ouais, un peu de Business Angels, un peu de Friends and Family, et on lève genre un peu moins de 500 000 €. Et en fait, on avait une première boutique qui était à Paris, mais qui était en fait un bureau boutique qu'on avait eu par opportunité, qui marchait bien alors qu'on était dans une rue pourrie. Et on se dit, on va ouvrir une boutique dans le Marais, là où sont toutes les jeunes marques, et ça va cartonner. On ouvre la boutique et on se prend un mur total. Ouais. Ça marche pas du tout. Donc tu étais à côté, là, je me rappelle à l'époque, il y avait le Slip Français, il y avait Fago, enfin, les petites marques digitales, elles étaient dans ce coin-là. C'était quoi la rue où t'étais ? En fait, on avait cherché dans ce coin-là, donc c'est ce qu'on appelle le Haut Marais, c'est vers Merci, là-bas, boulevard Beaumarchais et tout. Et en fait, nous, on avait cherché là initialement, et finalement, on avait trouvé une bonne opportunité plus bas dans le Marais, donc dans un endroit où c'est un peu plus commercial à l'ancienne, justement. Donc on était à côté de Echung, de Mage, de Sandro, tu vois, c'était plus ça l'environnement de boutique. Mais c'était quand même un endroit où il y avait du trafic. Il y avait un trafic de ouf, ouais. Mais un trafic qui ne rentrait pas chez nous visiblement. Ouais. donc voilà, ouais, c'est ça la première histoire, et ensuite on a enchaîné sur Asphalt. Et donc c'est quoi en fait Asphalt? C'est quoi à un moment donné? Donc tu restes sur la même boîte, même équipe, même associé? Non, alors à ce moment-là, donc moi mon envie à ce moment-là, c'est de repartir de zéro. À ce moment-là, je suis très nourri, et je pense qu'on en a pas mal parlé tous les deux ensemble déjà. Je suis très nourri par toutes les vidéos de The Family et particulièrement d'Oussama. En fait, moi, ça fait donc 12 ans que j'entreprends, mais avant ça, pendant mes études, en fait, j'étais déjà genre picousé à l'entrepreneuriat.
Donc tu vois, là, on est en 2010 et Loïc Lemer, c'est un des premiers blogueurs, tu vois ou pas? C'est le Kleber qui est parti après en Amazonie ou quoi. Ouais, alors lui, qui a complètement switché, alors que c'est vrai que notre génération, la star de l'entrepreneuriat français, c'était Loïc Lemer, alors que tu demandes à des gens qui ont 25-26 ans, Loïc Lemer, ils savent pas qui c'est. Non, mais c'était, voilà, il était dans la Silicon Valley et tout, il interviewait Tony Hsieh de Zappos, enfin tu vois, c'était… Donc je mettais tous ces contenus-là, je commençais à lire un peu, j'avais lu toutes les biographies de Branson, Richard Branson qui m'ont vachement marqué et tout, ça m'a donné vraiment envie d'entreprendre. Donc en fait, j'étais vachement passionné par le contenu sur l'entrepreneuriat et en fait, en montant ma première boîte, j'arrête un peu ça parce que je suis dans le run de ma boîte et au bout d'un moment, je me rends compte que ça marche pas bien, que je fais pas une start-up mais une marque à l'ancienne et là, je recommence à consommer du contenu de The Family, de Y Combinator et tout. Et je me rends compte qu'en fait, il faut que je reparte de zéro au total. Et donc, j'en parle à mon associé. Lui, il était moyen chaud à ce moment-là. On n'était pas dans les mêmes rythmes de vie, entre guillemets. Lui, il était en train d'avoir son deuxième enfant. Moi, j'avais pas de kids et tout. Et du coup, on se met d'accord. Il quitte la boîte et moi, je garde la petite équipe que j'avais à ce moment-là pour 6 et 7. Et je leur dis, les gars, on garde 6 et 7 sur le côté parce qu'en fait, c'est ça qui paye à peu près les salaires, même si ça va pas tenir longtemps. Et en parallèle, on démarre de zéro un autre truc très différent, beaucoup plus ambitieux et ça sera Asphalt. Ok. Et c'est vrai que moi du coup, je connaissais 6 et 7 parce que j'étais dans le textile, donc forcément, je baignais un peu dans cet environnement. J'aimais beaucoup les marques, tout ça, etc. Et c'est ça que Asphalt, je pense comme beaucoup, et c'est là en fait, c'est ça que j'aimerais que t'expliques. C'est franchement, on vous voit d'un coup partout et on sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Tu vois, nous à ce moment-là, on se connaît pas. Moi, c'est par Asphalt du coup que j'ai pris contact avec toi parce que j'ai découvert que tu étais à Bordeaux, alors que je pensais que c'était une marque parisienne et que tu venais d'arriver. C'est là qu'on s'est rencontrés justement pour parler de The Family, parce que c'est pile le moment où moi je montais Kimono, donc les momentum étaient quand même assez sympas. Mais comment, voilà, toi tu disais tu avais une marque 6 et 7 vraiment plutôt avec le modèle un peu à l'ancienne, avec un site web. Si tu faisais genre 100 000 € dessus, c'est quand même louable, hein, tout le monde n'arrive pas à ça, mais c'est pas non plus incroyableissime. D'un coup, tu lances un pure player et comment en fait tu arrives un peu à craquer le truc, parce que on va spoiler, mais ça que Asphalt, tout de suite, dès le premier drop, ça fonctionne quoi. Il y a quelque chose qui se passe quoi. En fait, tu vois, le truc le plus fort que je retiens de tous ces contenus que j'ai bouffés de Y Combinator, de The Family et tout, c'est la notion de product market fit dont j'avais jamais entendu parler avant et qui est vraiment cette idée de genre le product market fit, c'est un truc quand tu l'as, tu le sens. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de doute. Et quand tu l'as, et si tu te demandes si tu l'as, c'est qu'en fait tu l'as pas. Quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Exactement. Et le product market fit, donc c'est juste la capacité de ton produit, ton offre à rencontrer son marché et de faire clic. Et du coup là, il y a un truc qui se passe où genre tu vois, tes clients, ils en parlent autour d'eux et ça part, tu vois. Et en fait, avec 6 et 7, j'ai jamais eu ce truc-là. Et j'en prends conscience à ce moment-là. Et donc, ça veut dire que chaque euro de chiffre d'affaires, je me bats pour le faire. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je faisais des salons, mais je faisais aussi, j'avais des valises, je mettais des pulls, je prenais ma Twingo, je faisais le tour d'Europe pendant 3 semaines et je rentrais dans les boutiques et j'essayais de vendre ma cam. Tu vois, j'étais vraiment genre, il fallait faire ça, sinon ça avançait pas. Il y avait rien ne se faisait naturellement. Tu vois, j'avais jamais un call entrant d'un mec qui me disait j'ai vu ta collection, je la veux, c'est un truc de ouf, tu vois. Et donc du coup, ça je l'ai jamais eu avec 6 et 7 et donc je me dis je repars de zéro et mon but c'est de l'avoir ce product market fit, c'est de faire quelque chose qui va rencontrer son marché et qui va être vraiment utile parce qu'en fait product market fit on peut se dire ouais c'est un truc de start-upper et tout mais ça veut juste dire que tu as fait quelque chose qui rend service à quelqu'un et qui est utile, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc, je m'en suis rendu compte assez vite en montant des boîtes, c'est que je voulais pas juste faire une boîte pour faire du blé. Je voulais faire une boîte parce que j'avais envie que ça soit utile, tu vois, de me rendre utile et d'avoir un truc qui serve à des gens, tu vois. Et je me rends compte que ma première boîte, elle fait pas d'argent, mais en plus de ça, elle sert, tu vois. Je me dis en fait, si elle s'arrête, il y a pas grand monde qui va bader, tu vois. Et ça, c'est quand même pas bon signe, tu vois. À part moi, tu vois. Il y a pas des clients qui vont me dire, mec, c'est trop triste et tout. Bon, heureusement, il y en avait 2-3, mais il n'y en avait pas assez. Et donc du coup, je repars de zéro et en fait, j'ai en tête de me dire, ok, il faut vraiment qu'on fasse un truc qui soit utile, qui marche day one. Et donc on fait complètement l'inverse de ce qu'on a fait avec 6 et 7. C'est-à-dire que 6 et 7, je te disais, on est allé voir des anciens en leur disant comment on fait pour monter une boîte. Donc ils nous ont sorti un playbook à l'ancienne. Et avec Asphalt, on se dit, ok, on a envie nous-mêmes, avec ma petite équipe de l'époque, d'être client numéro 1 de la marque. Donc déjà, on se positionne nous comme les clients numéro 1, tu vois, pour avoir une com beaucoup plus libérée, pour se sentir à l'aise avec le produit qu'on vend et tout. Et en plus de ça, on va parler à des potes autour de nous qu'on considère comme cœur de cible et on se dit, ok, si eux, ils n'achètent pas, c'est qu'on a mal fait notre job. Donc, on va leur parler et on va savoir ce qu'ils veulent comme marque de fringues. Et donc, en fait, tu vois, là, avant, on était allé parler à des gens de la fringue et là, on va parler à des clients. Et en fait, c'est les retours des clients qui nous permettent de structurer la marque et l'offre qui va répondre à leurs besoins. Donc, on fait une démarche qui est complètement inverse.
Et du coup, au lieu de respecter un modèle économique à l'ancienne, bah là, pour atteindre les attentes de nos clients, on casse complètement le modèle économique. Et on dit, en fait, les clients, ils nous disent un truc assez simple. Hein. Ils nous disent, en fait, je veux des fringues qui sont simples, mais quand même qui ont de la gueule, qui durent dans le temps et qui sont pas trop chères. Vas-y, tu me fais ça et c'est bon. Ouais. Et ça, en fait, c'est impossible dans un modèle de distribution classique. Et c'est là où on se dit, il va falloir qu'on ait un modèle de distribution très différent pour finalement, à la fin, si tu veux, pouvoir vendre moins cher un produit d'aussi bonne qualité que ce que je faisais avant. Pour donner des précisions là-dessus, ce que tu as commencé un peu à le dire tout à l'heure, c'est que dans le modèle en fait wholesale, en fait à l'ancienne, c'est que tu as ton coût de production, tu y rajoutes ta marge. Et en fait, après, tu le vends du coup à un revendeur qui lui-même va faire x2. Oui. Donc, ce qui fait que le prix de vente que le client va payer, il est souvent, c'est quoi, x6, x7 C'est entre x5 et x10 en fonction de la marque. En fonction de la marque. Et voilà, entre x5 et x10. Donc, en fait, c'est pour ça que vous pouvez très facilement trouver du The Couples à moins 70% ou quoi. En fait, ils peuvent se le permettre en termes de coût de revient. Ouais, complètement. Donc, toi, en fait, pour faire des fringues, du coup, vendre des fringues moins chères, mais aussi bonne, mais voire mieux. Bah en fait, du coup, tu as cuté cette partie wholesale. Déjà, quand même, tu peux diviser le prix déjà par deux. Là, tu gagnes la moitié, Et c'est ça, en fait, c'est ce prix déjà. Là, tu gagnes la moitié. Et après, nous, là où effectivement on est allé plus loin, c'est que Asphalt, on est une marque qui est connue beaucoup pour ça, parce qu'on fait de la précommande. C'est 90% de notre volume d'affaires aujourd'hui, donc enfin de notre chiffre d'affaires. Et donc, on vend avant de pas produire. Dans les coûts, quoi. Donc effectivement, il y a un sujet on n'a pas de stock. On fait jamais de promotion. Il y a un sujet de trésor aussi qu'on encaisse avant. Donc en fait, il y a plein de choses hyper vertueuses dans ce modèle économique-là. Et comment t'en as eu l'idée de ça? Parce qu'en fait, je comprends le fait de je veux faire une nouvelle marque qui me correspondent plus, parce que c'est vrai que moi qui te connais bien, quand tu prends les gens pour aller faire des recherches, mais l'ADN de la marque 6C7, c'est pas du tout celui d'Asphalt. Non. La marque 6C7, on va pas se mentir, c'est un peu très BCBG parisien. Quant à Asphalt, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus brut, beaucoup plus cool, beaucoup plus mainstream aussi, tu vois. Ouais, carrément. C'est vrai que 6C7, si tu veux, on voulait faire des pulls de bonne qualité, on a trouvé un fabricant en Italie, et du coup, en fait, assez naturellement, on est parti dans une espèce de DA un peu élégance italienne, française et tout. Alors qu'avec Asphalt, en fait, dès le départ, on dit on veut faire des fringues qui durent, des fringues solides. Donc en fait, l'inspi, elle est quand même beaucoup plus. Et finalement, moi, c'est ce qui me parle beaucoup plus dans des marques anglo-saxonnes, tu vois, dans des Carhartt, des Barbour, des Levi's, tu vois, c'est ces vêtements patinés qui c'est plus ça l'inspi sur Asphalt. Et effectivement, c'est finalement plus mainstream. Et comment t'as l'idée de la précommande du coup? Parce que c'est pas tout. Toute l'innovation et toute l'histoire de la réussite d'Asphalt, mais la précommande, c'est une grosse partie de la réussite d'Asphalt et du modèle en fait, qui a eu un momentum de ouf, parce que, on va le dire, enfin, je sais pas, vous êtes les premiers un peu en France à le faire. Enfin, maintenant tout le monde le fait, mais à l'époque, carrément. pas trop, quoi. Écoute, en tout cas, pour répondre à ta question sur comment on l'a fait, comment on a eu l'idée. Donc effectivement, à ce moment-là, on se dit, ok, on va partir de zéro, on va aller parler à des clients, on va comprendre ce qu'ils veulent, on va voir si nous, l'intuition qu'on a en tant que, comme on se positionne comme client de la marque, on a quand même une intuition et on a une vision, on va la confronter. Et là, on écrit assez vite l'idée qu'effectivement, il va falloir trouver une manière de vendre pas trop cher des vêtements de qualité, donc qui coûtent cher à fabriquer. Donc, il va falloir trouver un nouveau modèle économique. On écrit très vite la vision aussi de se dire, en fait, on veut faire un vestiaire complet. Mais par contre, par catégorie de vêtements, on veut pas faire 150 pulls. Tu vois, c'est genre, il y a un pull, c'est le pull parfait, et voilà. Et donc, tout ça, on le pose. Et là, effectivement, sur la recherche du modèle économique, en fait, à ce moment-là, tu avais déjà les plateformes de crowdfunding qui existaient, tu vois, les Kickstarter, Ulule et tout. Donc, c'est de la précommande, sauf que c'est utilisé généralement par les marques comme une plateforme de lancement, mais ensuite, ils n'en font pas un modèle économique. Moi, je me dis pourquoi pas. Et je me dis pourquoi pas aussi parce que tu as une marque aux States qui s'appelle Gustin, qui existe encore aujourd'hui, qui est une marque niche, qui je ne sais pas comment elle a évolué. Enfin, le site n'a pas bougé d'un iota, mais ils ont l'air d'être toujours là. Gustin, c'est une marque qui fait de la précommande. Et qui s'était lancé sur Kickstarter, qui avait fait un bon carton et qui était arrivé avec une vidéo en disant on retourne le modèle et tout. Et ça, j'avais trouvé ça assez inspirant. Et du coup, comme j'avais encore 6 et 7 à ce moment-là, et que moi j'avais mes collections qui étaient prêtes, comme tu disais, 1 an à l'avance, en fait, je commence à tester ce truc de précommande en envoyant des catalogues online à des potes et en leur disant si tu veux, t'achètes maintenant, t'as le prix de mes revendeurs, donc c'est-à-dire moitié prix, mais t'es livré dans 6 mois. Et en fait, là, pour le coup, ça marche, tu vois. Alors qu'avant, je te disais, je galérais chaque euro de chiffre d'affaires. Là, ça marche. Mes potes, ils balancent le catalogue, ils commencent à tourner. On organise une vente comme ça. Et à l'époque, c'était à l'arrache. J'envoyais un PDF par email avec un lien vers une cagnotte Litchi. Et les gens mettaient genre, vas-y, je veux un pull, il est à 99. Je mets 99 sur la cagnotte Litchi. C'était complètement à l'arrache, tu vois. Et pourtant, ça marche bien. Et donc là, je me dis, ok, c'est cool. Et donc on se lance sur Ulule. C'est vrai que vous lancez sur Ulule, la donc le premier lancement, si tu veux,
il n'y a pas trop le stress de la précommande parce que c'est un lancement sur Ulule comme plein de marques le font. Ouais. Donc nous, si tu veux, le premier lancement, il y a le stress de est-ce que ça va plaire, est-ce que le produit va marcher et tout, évidemment. Mais ensuite, le deuxième lancement, pour le coup, il est hyper important parce que le deuxième lancement, il se fait sur le site asphalt.com pour la première fois. Et là, on fait de la précommande sur notre site et pour le coup, on est quasiment les premiers en France à faire de la précommande. Il y avait une petite marque qui le faisait mais qui était vraiment hyper confidentielle. Mais ouais, et du coup, ça fait lien avec ta deuxième question. Aujourd'hui encore, on est la première marque à l'avoir fait et que ça marche suffisamment pour prendre de la place et grossir. Et aujourd'hui encore, en fait, à notre connaissance, personne ne fait de la précommande à aussi grande échelle que nous. À 100%, alors, ça reste une petite échelle, hein, tu vois, on n'est pas non plus, on fait pas 1 milliard de chiffre d'affaires, mais on voit pas, on voit pas une marque quelque part dans le monde qui le fait à notre taille-là. Et ce qui nous surprend, parce que pour nous, c'est un modèle économique qui est magique et qui doit pousser, quoi. Et en fait, tu dirais qu'à ce moment-là, en fait, c'est quand même la réussite du coup de ce modèle. Parce que c'est vrai que de base, on pourrait se dire, les gens ne veulent pas attendre. En fait, c'est la première chose qu'on me dit. Parce que pareil, moi, j'ai plein de gens, quand je les vois, tiens, c'est des asphaltes, tiens, c'est un jean asphalte. Ils font, par contre, ça fait chier là d'avoir attendu et tout. Je dis, mais tu l'as quand même acheté. C'est-à-dire que les gens, quand même, ils le font quand même. Ouais, alors, le truc, c'est que tu vois, en fait, la précommande, c'est pas vraiment la raison du succès d'Asphalt. La précommande, c'est même, je dirais, un truc sur lequel on a réussi à faire passer la pilule de la précommande. Oui. Parce qu'en réalité, ce modèle, il est magique en tout point. Il permet effectivement d'être plus direct entre l'atelier de fabrication et le client. Et donc, à la fin, le client, elle en a pour son argent, tu vois. On arrive du coup à fabriquer des vêtements dans les bonnes conditions, tu vois, en Europe, etc. Écologiquement, ça a vachement de sens parce que tu surproduis pas. Pour la marque, c'est chambé parce que tu as la trésorerie en avance. Donc finalement, le seul inconvénient de la précommande, il est pour le client, c'est l'attente. Ouais. Et donc du coup, nous, dès le départ, on est conscient de ça quand même. Tu vois, c'est pas une bonne nouvelle que d'attendre 3 mois un vêtement. Mais du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'il va falloir qu'on soit tellement bon sur l'offre, tu vois, donc le produit, le marketing, l'image, que les mecs ils vont se dire, ok, je suis prêt à attendre 2-3 mois. Ouais. Et en fait, du coup, ça c'est un driver qu'on a depuis le début. C'est qu'en fait, on part avec, tu vois, on court un marathon en béquille, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que on part avec un problème. On part avec le fait que quand tu achètes chez Asphalt, t'es livré en 2 mois et demi. Mais du coup, il faut que ton offre, elle soit tellement béton que le mec, il se dit, ok, vas-y, les 2 mois et demi, je les paye entre guillemets. Tu vois. En fait, je pense que c'est ça en fait le tour de force que vous avez fait par rapport en fait à votre marketing, votre storytelling, votre création de contenu. Et c'est ça en fait qui a très vite en fait embarqué les gens. Ouais, carrément. C'est vrai que en fait très tôt, on réalise que en fait on veut faire une marque 100% digitale. Et en fait, quand tu fais une marque 100% digitale, et on en reparlera parce qu'aujourd'hui on commence à faire un peu de retail, mais avec les pop-up stores et tout. Mais en fait, tu vends pas des vêtements. À la base, tu vends des photos et des vidéos qui montrent tes vêtements. C'est pas la même chose, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vas en boutique, tu essayes le vêtement, tu le touches et tu l'achètes s'il te plaît vraiment quand tu l'essayes. Quand tu es online, tu l'achètes si tu trouves que le vêtement il est beau en photo, en vidéo, si le texte qui en parle, il te parle. Et du coup, on investit tout de suite beaucoup surtout du jus de cerveau parce qu'au début on n'a pas d'argent, mais on investit beaucoup en se disant ok, il faut que la manière dont on parle du produit, il faut que les photos qui montrent le produit, les vidéos, tout ça, ça soit vraiment vraiment très pertinent parce que c'est ça que les gens vont acheter au début. Après, la fidélité, elle se fait sur la qualité du vêtement, mais et puis sur toute l'expérience client qu'il y a derrière. C'est ça qu'il faut le dire, ça que moi je faisais partie des premiers justement qui avaient acheté sur Ulule parce que là on peut donner le chiffre, mais je vais peut-être dire une énorme connerie, mais c'était quoi, 4 ou 5 000, non? Non, moins quand même. Moins. Mais c'était beau déjà. Ouais. En gros, c'était, tu vois, nous quand on a lancé la plus grosse précommande, c'était 1083 qui avait lancé. Je sais pas si c'était un jean ou. Donc 1083, c'est jean made in France à 1500 € le jean, non? Non, mais c'est pas cher. Hein. Non, mais je déconne. Je sais pas. Non, c'est pas très cher, c'est 120, je crois. Ouais. Mais 1083, bref, il s'était lancé, c'était la meilleure précommande mode sur Ulule et ça avait fait 1000 commandes à 100 balles, donc tu as 100 000 € de chiffre d'affaires. Et donc nous, ça c'était le Graal pour nous. C'était dire, ok, il faut qu'on vende 1000 pulls à 100 €. Mais là, tu te disais comme c'était ton objectif. Tu t'étais mis ça quand même en. Ouais, c'était mon objectif. Okay. C'était. En fait, dès le début, c'est ce que je te disais quand même si, en fait, après 4 ans sur ma première marque, je faisais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Sur Asphalt, le but c'était de repartir de zéro et d'être beaucoup plus ambitieux, tu vois. Et donc du coup, dans mon espèce de BP qui est 3 lignes d'Excel que je fais sur Asphalt, la première année, je faisais tout de suite beaucoup plus que ma 4e année avec l'autre. J'avais vraiment envie. J'étais dans un mood de me dire, ok, j'ai envie de faire une boîte qui a de l'impact, qui marche fort et tout.
Et donc, du coup, l'objectif, le Graal, c'était de faire 1000. Et en fait, on fait 2500. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, c'était 2438 exactement. Ouais, c'était un truc de ouf. Ouais. Mais je me rappelle, alors là, parce que c'est vrai que d'extérieur, quand tu dis on a fait ça un peu avec 2-3 bouts de ficelle ou quoi, ouais. Quand même, c'était ça. Nous, d'extérieur, on a l'impression quand même qu'il y a eu des moyens de mix, c'était quand même carré. Parce que je me rappelle, il y avait déjà la vidéo avec, ouais. comment il s'appelle, votre mannequin qui est resté Stéphane. très longtemps voilà, avec sûr. Stéphane. C'est ça aussi, le tour de force, c'était d'avoir pris aussi un mannequin ouais. qui cassait un petit peu les codes de ce qu'on voyait d'habitude. Ouais, on voyait toujours le beau brun ténébreux de 19 ans et demi. Ouais. Lui, Stéphane, c'est un mec qui avait quoi, 45 ans 50, ou 50 ans ouais. Et qui est ultra stylé, ultra beau gosse. Ouais. Et mais déjà quand même vous faites quoi? Il est au-dessus de toi. Là. Ah ben oui, il est là. Et vous faites quand même déjà des super shootings et vous faites même des vidéos à ce moment-là. Ouais, mais en fait on le fait, tu vois. Ça coûte quoi, 2-3 000 euros même pas? Ouais, en fait c'est ça, c'est qu'on le fait comme une marque qui démarre et qui a pas d'oseille, ouais. et donc du coup on le fait avec vachement, tu vois, de réseau, de. Ouais. Et voilà, et Rodolphe qui à l'époque bossait avec moi en freelance sur 6 et 7, lui il avait vraiment grosse passion photo, etc. D'ailleurs il avait monté une boîte avant dans la photo, donc il avait un peu de réseau là-dedans, il connaissait les bons photographes, donc tu vois on a rencontré comme ça un bon photographe, un bon vidéaste, et on leur a dit les gars on se lance, on n'a pas beaucoup de moyens, donc du coup non, ça coûtait un peu, mais ça coûtait pas hyper cher. Et après le premier produit c'était un pull, et c'était un truc qu'on maîtrisait bien parce que ça faisait 5 ans que je faisais des pulls. Mais là, on se dit, OK, en 5 ans, on a fait, je sais pas, 150 références de pulls différents. Là, on va faire un pull, ça va être le pull parfait. Et on va se focaliser que sur un produit. Et dans les faits, on a fait le meilleur pull qu'on ait jamais fait avant, tu vois. Ouais. Mais c'était un produit, donc c'était pas beaucoup de coûts de développement, tu vois. Ouais. Quelques prototypes, etc. Donc en fait, non, tu vois, je vais dire, le Asphalt, on l'a lancé avec 10 000 euros, tu vois. Donc, ouais. c'est budget pas... ads compris, parce que pareil, ça c'est aussi, alors c'est surtout après. Ouais. Mais est-ce que déjà dès le lancement, vous étiez quand même assez agressif sur Facebook? C'était un autre monde. Il y a Instagram déjà? Ouais, il y avait Instagram, mais je pense qu'en ads, c'était pas gros, tu vois. Donc c'est 2016. Et en fait, on lance un compte Insta et un compte Facebook 3-4 Quoi? On voyait une route, non? Ça, ouais, exactement. Ouais. Mais c'est ça. Et moi, tu vois, vous avez dû un peu à un moment donné me scraper de quelque part ou quoi. Et c'est là où on commence à recevoir ces mails. Et c'est là, en fait, il faudrait que, franchement, c'est une relique. Il faudrait les retrouver ces mails. Mais on sentait qu'il se passait un truc, tu vois. C'est là où c'est Rodolphe surtout qui faisait le storytelling, non? Ouais, en fait, Rodolphe et moi, on a beaucoup écrit à deux au début. Ensuite, c'est vraiment lui qui a gardé ça pendant très très longtemps. Et maintenant, d'ailleurs, il est toujours très impliqué dans l'édito. Mais en fait, au début, je me souviens que, tu vois, la première page qui est la page de la mission, on l'écrit et on met vraiment, mais genre beaucoup de temps à l'écrire. Et à un moment, on se dit putain, on n'a pas que ça à foutre, tu vois. On est en train de lancer une marque, il faut qu'on bosse sur le produit, l'acquisition et tout. Et en fait, c'était important pour nous de vraiment mettre au point l'édito de la marque parce que c'est ce que je te disais. En fait, au final, on est en ligne et donc du coup, on voulait raconter une histoire. On voulait être transparent sur la manière dont on fabrique ce produit. On voulait interagir avec les clients pour qu'ils nous donnent leurs inputs aussi sur comment faire un pull parfait. Et donc en fait l'édito, le tone of voice c'était super important, donc on a mis beaucoup de temps à le peaufiner. Et effectivement franchement ça a très bien marché parce qu'on est en 2016 et en 2016 tu as peu de marques qui parlent, tu vois, en mettant des mots en verlan, c'est con hein. Ouais. Et du coup tout de suite il y a eu un truc un peu spécial là-dedans. Donc ouais non, on démarre avec peu de moyens, mais en revanche on met le paquet, on met beaucoup de temps dans l'édito, trouver le bon photographe, trouver le bon mannequin, repérer les spots. Et évidemment beaucoup de temps sur le produit, quoi. Et du coup là, ce serait quoi un peu, tu as commencé un peu à en parler, mais ce serait quoi un petit peu là tes conseils pour faire justement le lancement réussi? Donc là, tu as parlé quand même de passer du temps encore une fois sur l'édito, sur le storytelling, sur le contenu, parce que c'est vrai que ça, du coup, les gens ils vont passer beaucoup de temps sur le produit et peu de temps sur leur histoire, mais en fait, même si le produit il est bon, il y a tellement de choses sur Internet pour capter l'attention. Il faut capter l'attention avec une histoire qui va un peu sortir de l'ordinaire. Ouais. Et ce serait quoi les autres ingrédients selon toi qui ont fait que ça a marché dès le départ? Ouais, écoute, donc je pense qu'il y a effectivement ce truc-là, mais qui est super important, c'est de se réaliser qu'en fait, c'est toute l'histoire qu'on raconte par les mots, par les photos et tout, qui fait que les gens vont être convaincus ou pas. Donc c'est super important, il faut vraiment y investir du temps. Sur un lancement, en réalité, le travail du lancement, le travail commercial du lancement, il se fait avant le lancement, pas pendant le lancement. C'est-à-dire que
le J1, donc le premier jour d'un lancement en précommande, il est super important. Ouais, tu appuies sur un bouton et il est super important. Et ça, Ulule nous l'avait dit à l'époque. C'est-à-dire que si tu fais pas un bon J1, tu as très peu de chances de faire une bonne préco. En réalité, c'est un truc assez mathématique. C'est une courbe en U. Ça part en haut, ça va descendre. Au milieu, il se passe pas grand-chose et à la fin, ça remonte. Si ton U, il démarre tout en bas, ça va être flat et ça va être pourri. Donc en fait, un lancement, c'est un pré-lancement surtout. C'est tout le travail que tu fais en amont. Et du coup, là, notre objectif, c'était le jour du lancement, on s'est dit il faut qu'on ait plusieurs milliers d'emails en base. Il faut que ces emails, on leur ait envoyé plusieurs emails en amont avec du très bon contenu pour qu'ils se disent putain, je suis saucé comme tu l'as été visiblement. Exactement. Et du coup, on a écrit vraiment toute une séquence où en fait, nous, le premier post qu'on fait sur les réseaux sociaux quand on lance Asphalt publiquement, tu vois, ça doit être en juin 2016 du coup. On envoie le truc genre la mission, à quoi on sert, et on dit ok, le premier produit qu'on veut faire c'est le pull parfait, c'est quoi pour vous un pull parfait? Là on fait un questionnaire. Et en fait ce questionnaire on le sponsorise tout de suite et on récupère en fait des centaines, des milliers d'emails. Les gens sont saucés de ouf et ils nous disent un pull parfait pour moi c'est ça, c'est ça, c'est ça. On posait quelques questions aussi. Et donc, tu vois, on récupère une base de données email comme ça de gens qui ont déjà engagé avec toi, qui t'ont filé des inputs et en plus derrière, tu leur envoies une séquence d'emails où là, du coup, on leur envoyait un mail, je sais pas, toutes les 2-3 semaines pour leur dire, bah voilà, on a analysé vos réponses, voilà les analyses. Les 2-3 semaines, t'es sûr? C'était un peu plus souvent, non? Non, au tout début, c'était light. Maintenant, c'est plus. Mais non, au tout début, en fait, on n'avait pas non plus 1000 trucs à raconter, tu vois. Et là, en fait, en plus, c'est à l'époque, donc là, c'est surtout Facebook. En plus, c'est l'époque où les coûts d'acquis sur Facebook sont moins élevés qu'aujourd'hui, non? Ah ouais, tu vois, à l'époque, je vais dire, les emails, ils nous coûtaient même pas 1 euro, je crois. Tu vois, le CPL, donc le coût par lead, c'était genre 1 euro et c'est des leads qui étaient qualifiés parce que c'est des gens qui ont vu ta pub, cliqué, répondu à un questionnaire. Ils sont trop chauds. Le temps moyen sur des questionnaires, c'est genre 5-7 minutes. Tu vois, c'est des gens qui investissent du temps. Et à la fin, ils te laissent leur email. Du coup, c'est des leads qualifiés. Et derrière, on leur envoyait des mails. Et donc, du coup, on raconte, tu vois, pendant, je sais pas, 2-3 mois, toute l'histoire du développement. Et donc, on fait vraiment monter la sauce, entre guillemets, jusqu'au lancement. Et le jour du lancement, on a une base du coup de gens qu'on a gagné comme ça. On avait la chance d'avoir aussi une base de clients chez 6 et 7. C'était pas énorme, mais on avait quelques centaines ou milliers d'emails chez 6 et 7 à qui on dit les gars, on a lancé un nouveau projet. T'as quoi, t'as genre 4-5 000 mails? Moins que ça, je pense. Et par contre, on en avait gagné 4-5 000 faciles sur Facebook et tout, tu vois. Et à côté de ça, on prend aussi nous nos bases perso, tu vois, et on envoie à tous nos potes en mode les gars. Moi en fait, ce moment-là, si tu veux. Si ça marche pas, ma boîte elle est morte. Tu vois, ça fait à ce moment-là, ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je bosse dessus. Bon, au pire, je plante et je passe à autre chose. Mais j'avais pas envie de planter. En plus, j'avais levé de l'argent avec des BA et des friends and family il y a genre 12-18 mois, tu vois. Il y a 12 mois, ouais. Parce qu'en fait, nous, on lève l'argent en septembre 2015. J'ouvre la boutique direct après. Et en quelques mois, la boutique marche pas et donc elle plombe toute la trésor. Et donc très vite, en fait, je suis obligé de switcher. Et donc en fait, moi, je lance Asphalt 1 an après ma levée de fonds 6 et 7. Ouais, donc ça aurait été malvenu de dire putain. Donc j'avais pas envie de planter. Donc j'étais dos au mur et du coup là j'envoie un mail, genre je dis les gars c'est ma vie là, enfin je joue ma vie, tu vois, il faut me soutenir et ce qu'on a fait c'est ouf et tout. Donc voilà, donc en fait on envoie des mails et dès le jour 1, tu vois, on vend un peu plus de 300 pulls le premier jour. Ce qui est ouf en une journée. Ce qui est ouf, tu vois, et donc on n'avait jamais fait autant de chiffre d'affaires en un jour sur. C'est un pull à 100 euros, non? 100 euros, ouais. Et ensuite, on commence à faire un peu d'acquise. Et effectivement, à l'époque, effectivement, l'acquise coûte moins cher. Et en plus de ça, on a, comme tu disais, une image qui est différente. On a un ton de voix qui est différent. On a un produit qui est différent. Enfin, en fait, tout est un peu différent. Et du coup, on a des taux de conversion qui sont ouf. On fait un article avec Comme un camion, ça marche super bien. Enfin, tu vois, c'est le moment où, en fait, justement, product market fit. Là, pour le coup, ce que je vais dire, la PMF direct, quoi. Là, tu le sens jour 1, tu vois. Ouais. Et il est jamais parti. Mais évidemment, après, on va en parler, mais il y a des hauts débats. Mais le product market fit, il était là jour 1. Ouais. Ok. Donc ça, c'est le lancement. Voilà, lancement sur Ulule, le pull parfait. Ça vous lance. Parce que du coup, là, tu récupères combien là, du coup, de trésorerie cash? 250 000, ouais. Ouais, 250 000 euros. Donc là, tu lances la production. C'était quoi? C'était Portugal ou Italie, là, du coup? Portugal. C'était Portugal, là? Ouais. Et là, je suppose que tout de suite, vous vous dites, bon, maintenant, c'est bon, let's go. On a de nouveaux projets. Ouais. Si c'est même pas la peine peut-être là d'en reparler, mais bon, voilà, c'est un projet qui va. Ouais, on laisse vivoter, mais quand même encore pendant 18 mois.
Ah, ça dure quand même encore longtemps. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, moi, la première année avec Asphalt, on met du temps pour développer les produits. Donc, on lance 3 produits sur les 12 premiers mois. C'est pas beaucoup. Ah, c'est vrai que c'était peu. C'était quoi? Donc là, le pull, les pull, baskets. Ensuite, il y a la chemise qui vient. La chemise en denim, c'est la chemise brute. C'est le deuxième produit Asphalt et c'est le premier sur notre site. Ok, moi, il me semblait que c'était les pompes d'abord. Non, c'est la chemise en mars. Lancement du site Asphalt et ensuite les shoes, les sneakers, c'est juillet. Putain, moi, je me rends compte, j'ai acheté les 3. J'étais vraiment une groupie, quoi. C'est bon ça. Et bah ouais, et en vrai, beaucoup de clients, beaucoup de nos clients, tout de suite, on a eu une rétention, tu vois, de ouf. Oui, c'est ça. Parce que même encore aujourd'hui, quand par exemple là, si tu prends, alors parce que là on est vers la fin novembre, mais par exemple, je sais pas si tu as ce chiffre, mais si tu prends tes chiffres là, de octobre ou septembre, c'est quoi le taux de rétention dans le chiffre d'affaires? C'est entre 70 et 75% par mois. C'est de la rétention. Ce qui est énorme. Ouais. Non, mais c'est énorme. Après, c'est entre guillemets logique parce que on est une marque de vêtements qui a toute une gamme et on est pure player. En fait, on ne serait pas pure player si on n'avait pas ça. C'est-à-dire que tu peux pas, en fait, si t'as pas cette rétention, tu peux pas être pure player. Dans ce cas, tu pars faire du wholesale et tout. Et puis en fait, si t'as pas cette rétention, c'est-à-dire que tu es toujours dans l'acquisition. Toujours dans l'acquise et l'acquisition aujourd'hui, c'est quand même plus le même game qu'en 2016. Ouais, ça, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Ouais, donc voilà, donc la précommande se finit. Donc là, c'est ouf, tu vois, on est surexcité. Après, on a beaucoup de boulot côté prod pour lancer la prod et tout. L'usine n'était pas prête à recevoir ce volume-là en plus, donc c'est pas mal de taf. On passe ils sont contents, pas contents quoi. Ah bah si, ils sont contents mais paniqués quoi. Ouais. Et donc on passe un peu de temps au Portugal avec eux. Et en fait, on commence tout de suite à bosser sur les autres produits, tu vois. Ok. Mais ça met du temps et du coup, effectivement, on garde 6 et 7 pendant 18 mois, mais vraiment sans mettre d'effort, ça tourne un peu et au bout d'un moment, je drop. C'est ça. Et donc, du coup, là, pour le coup, les petits investisseurs, Friends and Family et quelques BA, du coup, ils sont plutôt contents. Ouais, ils sont contents parce qu'ils voient que effectivement le truc il part et c'est cool et ils sont contents pour eux, mais ils sont surtout contents pour moi, je pense. Tu vois, ils sont contents de voir que c'est bon, c'est parti quoi, tu vois. Trop bien. Ouais. Donc du coup là, lancement réussi. Donc là, comme tu l'as dit, là pendant 1 an, là je pense que là vous rentrez dans une autre étape qui va être, on va dire, l'étape post-lancement. Ouais. Et là, donc, comme tu dis, il y a 3 produits. Donc ça veut dire quand même que au début, développer un produit, c'est quand même, ça vous prend énormément de temps, quoi. Ouais, grave. Et en fait, en réalité, le deuxième produit, on commence à bosser dessus un peu avant le lancement sur Ulule du premier. Ouais. Parce qu'en fait, comme tu dis, très vite, on sent qu'il se passe un truc. Même dans la com, les quelques mois d'avant, on reçoit des emails de gars qui nous disent « Ah, c'est chambé ce que vous allez faire, je vous soutiens à fond ». Comme on fait ce questionnaire où les gens peuvent nous dire comment faire un pull parfait, il y a beaucoup de gens qui ont de l'espace pour nous dire ce qu'ils en pensent. Ouais. Donc là, on sent que tu vois, il se passe un truc. Donc du coup, on anticipe et on se dit « Ok, il faut qu'on bosse quand même un petit peu sur les produits d'après ». Et moi, en fait, j'ai toujours kiffé les chemises en denim. Et du coup, on se dit, allez, on va se faire une bête de chemise en denim, japonais et tout. Et donc, on commence à chercher et on galère de ouf. Et tu vois, au moment où on lance le pull, on n'a pas encore trouvé la matière, mais on a déjà commencé les recherches, on a fait un peu de salon et tout. Mais on met quand même en tout, on doit mettre 9 mois à faire notre première chemise. En plus, pour le coup, le pull, j'en avais déjà fait. J'avais jamais fait de chemise avant. Enfin, un tout petit peu avec 6 et 7, on en avait fait vite fait. Mais j'avais moins d'expérience là-dedans, ouais. Parce que 9 mois, ça paraît beaucoup quand même. Ouais, mais en vrai, aujourd'hui, on met pas moins de temps que ça pour faire. En tout cas, pour ouvrir une nouvelle catégorie, on met même plus de temps que ça. Okay. On n'est pas dans une course à aller le plus vite possible dans une ouverture de catégorie. On est dans une course à faire la meilleure qualité possible et c'est ultra dur, tu vois. Ouais. Genre, en fait, les fringues, tu vois, c'est ouf parce que tout le monde a l'impression que c'est facile à faire une fringue. Ah, parce que tu as tellement de marques qui le font, etc. Mais en fait, les fringues, c'est ultra dur parce que c'est pas de l'industrie de précision. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas comme quand tu fabriques un boulon, tu as demandé 4 mm, il faut faire 4 mm, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. La fringue, tu demandes 4 cm ton col. En réalité, tu as des tolérances et la tolérance, elle peut changer la gueule de ta chemise, tu vois. Tu as un 4,5 sur une largeur de col ou un 4, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Donc non, faire des fringues, c'est technique. C'est à chaque typologie de vêtements, c'est des fabricants différents. C'est des fournisseurs différents. Donc, en fait, ça prend du temps et il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Ouais, ok. Donc là, si on essaie un peu, parce que du coup, Asphalt, ça fait 7 ans maintenant. Ouais. Je pense que ça serait long de résumer, on va dire, les 7 ans. Mais si du coup, on essaie quand même de dénoter certains milestones et vraiment certaines étapes. Je vais dire, c'est quoi, donc après ce lancement-là, c'est quoi le deuxième grand milestone que vous allez atteindre et où là, il y a un changement? Ouais. C'est ça que ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu étais à Paris. Ouais. Et très vite, tu viens t'installer aussi à Bordeaux. En fait, ça aussi, c'est un truc important. Ouais, on lance en octobre 2016 et en fait, avec ma femme, on se marie en mars 2017 et on part à Bordeaux direct après.
par envie de, tu vois, bouger, tenter un truc, une nouvelle ville et tout. Et moi, j'avais lancé Asphalt, donc je voulais pas non plus être trop loin de Paris. Donc on va à Bordeaux. Et ça fait 7 ans, tu vois, on kiffe trop. Et donc voilà, ça, bon, c'est un événement, mais qui change pas la face de la boîte. Tu vois, moi, je fais des allers-retours entre Paris et Bordeaux. Et en gros, l'histoire d'Asphalt, c'est la première année, on fait 3 lancements produits. En fait, les premières années, c'est assez simple à résumer. C'est en fait, on élargit l'offre. Tu vois, on fait 3 lancements la première année, 10 la deuxième, 15 la troisième. Là, on fait une grosse accélération en 2020, on va à 50, je crois. Ouais. 2021, on fait 100 lancements. Et ensuite, on a réduit un peu et l'histoire se complexifie un petit peu, entre guillemets, depuis 2-3 ans. Mais les premières années, c'est une histoire qui est relativement simple. C'est vraiment une histoire de… T'as un bon product market fit et tu le tires et tu fais en sorte d'aller le plus vite et avec la meilleure exécution possible, tu vois. Et en fait, ce qu'on voulait quand même, le challenge, c'était de montrer que tout de suite, on voulait être une marque très large en termes de catégorie. Et donc, tu vois, le deuxième produit, c'est une chemise. Après un pull, c'est pas incohérent. Mais le troisième, c'est des baskets. Et là, pour le coup, il y a pas mal de gens qui nous disent, les gars, vous pouvez pas faire des baskets, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais on se dit, si, on veut montrer qu'on tape large. Et le cinquième produit, c'est un costard, tu vois, genre. Putain, que j'ai aussi. Rien à voir. Et en fait, d'été, non? Le premier. Alors moi j'ai pas pris. Non, le premier c'est le costume en flanelle. Ah ouais, non, moi j'ai le costume léger. Et ensuite il y a le costume léger qui est un énorme carton, tu vois. Ouais. Et du coup, et en fait, franchement, les premiers 18 mois de la boîte, c'est pépite parce que tout ce qu'on lance cartonne. Tu vois. Ouais. C'est un truc de ouf. Il y a une rétention. Tous les clients ils rachètent comme des porcs, comme tu dis. Il y a un côté un peu. Tu sais, c'est un lancement, c'est l'excitation même pour les clients. Ils se disent, ah putain, c'est un truc de ouf et tout. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, vous reprenez les codes. Il y a les codes avec le questionnaire, le teasing. Ouais. Et c'est vrai qu'on est très ancré dedans. Et puis, faut dire, c'est que vous avez un mix marketing qui est quand même assez excellent à ce moment-là. C'est qu'en plus, vous avez des super contenus. Et franchement, vous êtes quand même plutôt malin en acquise. Et franchement, c'est difficile de pas vous voir à cette époque, quoi. Ah bah, on est, tu vois, c'est à la fois notre force et c'est aussi une faiblesse, mais qu'on assume. C'est que on est 100% online. Et quand tu es 100% online, en fait, nous, le paid marketing, tu vois, notre présence sur les réseaux sociaux, c'est l'équivalent pour H&M des loyers des boutiques. Ouais. Tu vois, eux, quand ils veulent grossir, ils doivent acheter des nouvelles audiences. Pour acheter des audiences, ils achètent une boutique, ils payent le loyer et ils achètent l'audience du quartier. Et ben nous, pour acheter des audiences, on met de l'argent sur Meta, donc sur Insta, sur Facebook, tu vois. Donc effectivement, dès le début, on assume ça à fond et on est très présent sur les réseaux sociaux. Et en plus, du coup, dès le premier lancement, vous avez après, dès le deuxième, on va dire, en plus, vous avez du budget. Donc, vous pouvez commencer à allouer et à dépenser, quoi. Ouais, carrément. Et donc voilà. Donc ouais, l'histoire, tu vois, le début de l'histoire, c'est vraiment une histoire où on accélère les lancements. Et ce qui est quand même le seul truc qui est quand même assez complexe dès le début de l'histoire, c'est qu'en réalité, on en parlait tout à l'heure, on n'a personne à copier sur la trajectoire de la boîte. Il y a pas de boîtes qui font comme nous. Donc en fait, là, on commence très vite à se poser des questions sur, ok, est-ce qu'il faut qu'on fasse plus de stock ou pas trop de stock? Parce qu'en fait, dès le début, il y a quand même un peu de stock dans le modèle. Quand tu prévends 2500 pulls, en réalité, on en produit 2750 parce qu'on doit faire 10% de plus pour garantir les échanges de taille. Tu vois, si tu le reçois après 3 mois, que c'est un M, tu veux un S, il faut que je laisse sous la main. Les boules, quoi. Ouais. Et en plus de ça, tu as forcément des gens à qui le pull, il va pas convenir. Donc, tu prends des retours à la fin. C'est pas énorme, mais quand même. Et donc, nous, on avait un petit stock supplémentaire. Ce stock supplémentaire, on le vend 30% plus cher et là, tu es livré en 4 jours. Ça, c'est le modèle d'Asphalt depuis le jour 1. Oui, parce qu'en fait, il faut le dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, quand vous faites une précommande, tu achètes par exemple, je crois que j'ai le prix de la chemise en tête, c'était genre 79 € au lieu de 99. Exactement. Mais donc, vous savez que 79 en précommande, c'est comme tu as une récompense à attendre. Mais par contre, si tu l'achètes quand le stock est arrivé, là, tu la payes 99. Exactement. Donc, du coup, depuis le début, c'est à peu près, tu vois, 12-13% de notre chiffre d'affaires, le stock. Donc, très vite, on se pose des questions sur, est-ce qu'il va falloir monter cette part de stock ou pas? Parce que forcément, tu vois, tous les jours, il y a des gens qui me disent, c'est trop bien ce que tu fais, mais tu devrais faire du stock. Pourquoi tu fais de la précommande? Mais encore aujourd'hui, tu vois. Mais ça, ce qui est trop marrant, c'est que nous, à cette époque, on devait aller bouffer ensemble une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et en fait, à chaque fois, t'avais un discours différent parce qu'en fait, vous étiez constamment en train de tester des trucs. Parce que comme tu dis, vous aviez aucune data, il n'y avait pas justement le mec à l'ancienne qui va te donner le playbook de comment ça marche. En fait, vous faisiez que tester des trucs pour voir en fait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, quoi. Donc, on teste beaucoup sur la part du stock, même si ça, on se rend vite compte qu'en fait, c'est dead, il faut faire de la préco. Et on teste aussi beaucoup sur le nombre de lancements et le rythme de lancement et la durée des lancements. Et en vrai, c'est encore aujourd'hui un truc qu'on itère et qu'on teste, tu vois.
D'ailleurs, on va annoncer dans quelques semaines qu'on fait pas mal de changements pour l'année prochaine. Donc, tu vois, ça continue d'être un truc qu'on peaufine. Donc ça fait que tous ces tests, à certains moments, nous font perdre un peu de temps. Donc, tu vois, il y a un petit plateau de croissance en 2019. Voilà. Mais globalement, voilà, les premières années d'histoire, c'est on élargit l'offre, la base client grossit, les clients sont fidèles, donc ça pousse. Et ensuite, il y a une phase qui est la phase 2020-2021, qui est une phase de ouf parce que ça c'est le Covid et on a eu de la chance, tu vois, c'est que le Covid nous a beaucoup bénéficié. Et pour le coup, il y a eu une étape 2022 qui a été hardcore de ouf parce qu'on s'est pris un retour de bâton violent. Comme tout l'e-commerce français et mondial. Et là, on est reparti en 2023. Donc voilà, c'est ça en gros tu vois, les séquences, c'est ça. Et du coup là, alors si justement on essaie quand même un peu de rentrer vite fait quand même dans le détail du coup de ces séquences-là. Pareil parce que il y a donc la boîte grossit. Donc tu fais revenir aussi tout le monde à Bordeaux, c'est quand même une étape. Ouais. Et pareil ça sur la partie de l'équipe, c'est ça que là les gens voient ce joli setup, mais en fait vous êtes dans des super bureaux au Chartron, très industriel, enfin un truc vraiment très cool. Et on voit ça grouille, il y a quand même beaucoup de monde. T'as quoi, t'as une quarantaine de salariés, il y en a partout. Enfin c'est assez impressionnant. Ça pareil toi comment tu le vis, parce que tu avais une petite équipe toi chez 6C7. Et pareil ça toute cette évolution en tant que CEO on va le dire, tu as des associés, mais qui sont minoritaires. Tu es le seul, vraiment, le vrai boss d'Asphalt. Et comment a évolué ton rôle, on va dire, de manager parce que ça, c'est un peu assez intéressant. Est-ce que c'est difficile ? Grave. Non, mais ça, c'était un truc de ouf. Hein. Moi, tu vois, je te disais qu'au début, quand je lance Asphalt, j'ai tout de suite de l'ambition pour le truc. Et moi, j'ai quand même, au fond de moi, un truc qui me drive depuis longtemps, qui est de me dire, un jour, j'aimerais avoir une énorme boîte. Donc, moi, mon modèle d'entrepreneuriat, c'est Richard Branson. Tu vois, j'adore ce gars. J'avais acheté la biographie parce que tu m'en avais parlé au premier déj qu'on avait fait ensemble. T'avais kiffé ? Ah, j'ai trop kiffé. Je l'ai dévoré. Donc du coup, moi, j'étais plutôt chaud d'avoir une équipe qui grossit et tout. Et en gros, l'équipe, tu vois, sur justement la première séquence de la boîte qui dure 4 ans, l'équipe, elle passe du coup on démarre à 3-4, mais il y a quasiment personne en CDI au début. Après 4 ans, on devait être une quinzaine, un truc comme ça. Et voilà. Et moi, en fait, mon rôle depuis le début, surtout au début, bon, je suis CEO, mais je suis vachement dans le produit aussi. Donc, surtout au début, j'étais vraiment, je suis un peu le garde-fou au produit. Je prends toutes les décisions, tu vois, un peu finales, etc. Ça a été moins le cas à un moment, et puis là, c'est à nouveau le cas. Mais mon rôle principal, c'est quand même de faire grossir l'équipe et de structurer la boîte, justement, tu vois, travailler avec l'équipe sur toutes les itérations stratégiques et tout. Et donc voilà, première phase où on monte à 15, et ensuite le Covid, si on rentre un peu dans cette séquence 2020-2021, c'est une phase où on passe de 15 à 45 en genre 15 mois, tu vois. Donc ça c'est violent quand même. C'est violent. En fait, c'est marrant parce que à la fois c'est violent et à la fois je pense que tu interviews des gens dans ton podcast qui passent de 15 à 8000 en 3 semaines et demie, tu vois. Je veux dire, il y a des licornes qui sont dans des délires différents, mais voilà, 15 à 45 en quelques mois, c'est en tout cas effectivement rapide et violent, et forcément on fait des conneries. De structure, d'organisation, des erreurs de casting forcément. On fait quelques erreurs de casting. Et donc, du coup, là, la fameuse phrase quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, des fois on peut se la mettre un petit peu carrément. de côté. T'as pas le temps, il faut aller vite et tout. Donc on fait des conneries. Mais donc du coup, voilà, il y a eu cette phase en fait où on grossit beaucoup pendant le Covid. Et donc en fait, cette phase 2020-2021, c'est une phase où à la fois on a le vent dans le dos parce qu'il y a le Covid, et donc du coup, les boutiques sont fermées. Donc nous, online, on est hyper présents. En plus de ça, à ce moment-là, on a cette approche depuis le début avec la précommande, les vêtements fabriqués en Europe, les vêtements 100% coton, laine, la traçabilité, le calcul d'impact environnemental, qui fait qu'à ce moment-là, tout le monde dit « Putain, c'est ouf ce que vous faites parce que c'est hyper dans l'air du temps. » C'est un momentum de ouf, quoi. Ouais, donc là, vraiment, on a un momentum de ouf. Et en plus de ça, c'est un moment où on accélère énormément le grossissement de l'offre. Et donc, c'est ce que je te disais, c'est les années où on passe de 20 à 50 lancements en 2020. Et de 50 à 100 lancements en 2021. Donc l'offre, elle grossit énormément parce que justement, on staffe, on recrute des gens dans l'équipe produit, etc. Et donc on grossit beaucoup. Et ça, c'est une phase qui du coup est ouf parce que ça se passe très bien en 2020-2021.
mais on va payer les pots cassés en 2022 parce que 2022, bah, la fête est finie, les boutiques rouvrent, le e-commerce drop pour, tu vois, le e-commerce, il fait de la décroissance en 2022 quasiment pour la première fois de son histoire, tu vois. Et c'est quoi, quand on parle de décroissance, on parle de quoi? Moins 10, moins 20, moins 30%? Alors, le e-commerce global, c'est dur, mais, non, mais là, je parle pour Asphalt, si tu veux, c'est des chiffres. Non, alors que tu nous, peux donner. on fait pas de décroissance en 2022, on est flat. Mais comparé à des années 20 et 21 où on faisait 100%, si tu veux, on n'était pas prêt à être flat. Du coup, tu avais sûrement recruté et investi en, oui, bah, en gros, nous, si tu veux, anticipant du coup de croissance. On n'avait pas du tout prévu de s'aplatir complètement en 2022. Donc du coup, on se retrouve pour la première fois en difficulté même financière. Et en plus de ça, forcément, tu vois, tout marche moins bien, donc tu te poses des questions aussi sur ton modèle. À nouveau, tu vois, tu te demandes si est-ce qu'il faut faire plus de stock. Enfin, tu vois, les questions remontent. Surtout quand avant tout se passait bien, où tout le monde te crie au génie et voilà, compagnie, et puis tu te poses moins de questions. Putain, si les gens savaient, là, c'est la merde. Là, tu t'en poses d'autres des questions. Et en plus de ça, on paye les pots cassés de notre accélération RH, qui fait qu'en 2022, on a pas mal de problèmes RH. La boîte, tu vois, d'un coup, en fait, la boîte pendant les 5 premières années. Ça, tu sens dans la boîte justement que ça marche, ça grouille, ça va vite, c'est efficace et tout. Et en 2022, bam, tout est lent, là, tu parles plutôt de l'ambiance, même de la culture en fait. Ouais, la culture, les process. En fait, on a vraiment loupé la marche, tu vois. Et c'est quoi justement, si on peut rentrer un peu enfin pas dans le détail, mais si tu arrives à maintenant avoir assez de recul là-dessus, c'est quoi les erreurs du coup qui ont été commises à ce moment-là et que du coup tu ne referais pas? Ouais, écoute, il y en a tellement. Le top 3, quoi. Non, mais les erreurs, je pense que déjà, il y a une première erreur. Après, en fait, ouais, c'est des erreurs, mais avec le recul, tu peux dire que c'est des erreurs. À ce moment-là, tu vois, en fait, je sais pas si j'aurais pu éviter l'erreur, tu vois, mais à ce moment-là, en fait, tu dis que t'as pas de remords, quoi. Ouais, voilà, t'es dans une euphorie de croissance et tu dis, ok, si je veux continuer de nourrir cette croissance, faut recruter, tu vois. Et donc, on est très focus sur le grossissement de la top line, le grossissement de l'équipe, mais on n'est pas très focus sur la rentabilité. Et à ce moment-là, je joue un jeu dangereux, c'est que je joue un jeu d'une boîte qui a levé, c'est-à-dire qui veut juste être break-even, mais ne cherche pas à être très rentable, alors que j'ai pas levé. Et donc du coup, mais je peux me permettre ce jeu parce qu'en fait j'ai un modèle où tant que j'ai de la croissance, comme je fais de la précommande, j'encaisse le cash avant. Donc du coup mon cash il fait que monter. Quand mon business il est flat, en fait j'ai plus du tout mon jeu de BFR négatif. Et encore que j'allais dire, tu as eu de la chance, vous avez quand même réussi à pas faire de décroissance parce que c'est là où tu aurais pu friser l'échec et mat. Ouais, et on n'est pas passé loin en vrai. Mais donc du coup, on a été bold, quoi. On a pris des risques et quand le marché s'est retourné, ces risques ils sont avérés, tu vois, ça a pas payé, quoi. Donc voilà. Après, je pense qu'on a fait, on a complexifié pas mal les choses dans l'organisation des équipes. Moi à ce moment-là, j'ai aussi essayé, tu vois, j'ai été assez inspiré par la lecture d'un bouquin qui s'appelle No Rules, dur à dire. La règle, fondateur de, tu l'as lu, de Netflix. Et c'est vachement un bouquin sur le fait de laisser l'ownership aux gens, beaucoup de responsabilités, beaucoup de liberté. Et à ce moment-là, je me dis, ok. Il y a beaucoup de conditions quand même. Hein. Ouais. Justement, je pense que, vas-y, en fait, je t'ai coupé, mais tu vas expliquer. Mais est-ce que ça, que le playbook, pour que ça marche, il faut que toutes les conditions soient réunies. Je pense que si t'en as une qui est pas réunie, c'est clair. Pas. Non, mais voilà, donc c'est un moment où je me dis assez naturellement aussi, ok, l'équipe est en train de beaucoup grossir. Moi, il faut que je prenne du recul. Il faut que je prenne du recul par rapport à l'équipe produit. Tous les managers, il faut qu'ils prennent un peu de hauteur. Et en fait, je diffuse un message de genre prise de recul. Alors qu'en fait, la culture de la boîte depuis Day One, c'est les mains dedans. Ouais. Et en fait, il faut avoir les mains dedans, tu vois. Et même quand tu es manager, il faut avoir les mains dedans. C'est notre culture. Et je pense que, tu vois, j'ai essayé un petit peu trop brutalement de changer la culture de ma propre boîte. Et ça a été une erreur, je pense, qui a été assez lourde. Tu t'es fait coacher, toi, à ce moment-là, ou même peut-être maintenant ou ouais, non, mais j'ai toujours été un peu coaché, mentoré et tout. Et ouais, écoute, ça m'a pas évité de faire cette erreur-là, mais donc voilà, donc c'est un mélange d'un peu tout ça. Quelques erreurs de casting, évidemment. Donc ouais, c'est tout ça qui a fait qu'on a loupé la marche. Donc ça nous a pris un peu de temps, mais maintenant on a appris à justement être une boîte qui travaille dans ce volume de staff-là. Et je pense aujourd'hui qu'on est vraiment tiré d'affaire de ce point de vue-là. On a des bêtes de process, on est ultra efficace. Enfin, la boîte, elle marche beaucoup, beaucoup mieux.
ça se ressent au quotidien. Parce que du coup, vous avez eu ces problèmes, donc vous avez été obligé en fait quand même de prendre, alors je vais pas dire du recul, mais prendre de la hauteur pour du coup régler en fait tout ce qui n'allait pas. Ouais. Et puis si c'est pile le moment où, si je dis pas de bêtises, vous levez des fonds aussi. Ouais, parce qu'en fait, donc 2020-2021, on grossit un truc de ouf. Tu vois, on finit 2021, on fait 20 millions de chiffre d'affaires. Donc on est passé de 5 à 20 millions en 2 ans, tu vois, de 4 à 20 millions en 2 ans. Ouais, c'est ouf. Donc ça grossit beaucoup. Et à ce moment-là, merde, je disais quoi? C'était quoi la question déjà? C'est à ce moment-là, du coup, vous allez lever de l'argent. Ouais. Et en fait, en 2021, au-delà du fait que le business se développe, en fait, on lance la femme fin 2021. Exactement. Et on lance l'international mi-2021 et les deux marchent bien. Les deux démarrent bien, tu vois. On lance un site anglais un peu partout en Europe, on fait des ads et ça mord fort en Allemagne. Donc très vite, on fait un site allemand et ça marche super bien. Et on lance la femme en octobre 2021. On lance le pull parfait femme 5 ans après le pull parfait homme. Et pour le coup, on en vend 5000. Un délire. C'est peut-être ça, pour ça que j'ai dit 5000, alors j'avais ça en tête. Donc on en vend 2 fois plus que l'homme à l'époque. Donc ça part très fort, tu vois. Et donc, tu vois, je finis 2021. On a fait quasiment 100% de croissance. On avait l'international qui marche bien. On a lancé la femme qui cartonne. On se dit, tu vois, à aucun moment je me dis l'année prochaine on va faire 0% de croissance. Ouais, tu te dis là, il y avait un petit excès de confiance quoi. Ouais, je pense. Mais qui était normal qu'on aurait tous su. Ouais. Et du coup aussi, par contre, en 2021, ça commençait déjà à trembler, tu vois, le e-commerce et tout, parce qu'en réalité, il y a eu pas mal de changements, même avec iOS, etc. Enfin, il y a eu pas mal de changements en 2021 qui fait que le e-commerce a commencé à trembler un peu de la patte. Même donc, les ads et tout, les coûts les ads et d'acquise tout, commençaient à monter. Il s'est passé quelques trucs et tout. Donc là, on se dit, ok, si on veut continuer de développer l'homme, l'inter, la femme, et qu'en plus ça commence à secouer un peu niveau perf, niveau marché, il faut peut-être qu'on lève un peu de rond pour investir sur tout ça. Ouais. Et donc on se met en tête de faire une levée en 2022 et heureusement parce qu'en fait le vent tourne, le business s'aplatit et tout, et donc on fait une levée dans un moment, et là c'est dur, c'est un peu triste parce qu'on fait notre première levée au pire moment pour Asphalt. Ouais. C'est le seul moment où on n'a pas de traction, tu vois. On n'a pas de croissance et tout. Donc on fait une levée. Après, la chance, du coup, c'est que la première levée intervient assez tard et en fait, on n'a pas besoin de lever beaucoup. Donc finalement, on se dilue pas tant que ça, etc. Mais on trouve 3 investisseurs qui sont rentrés du coup en 2022. Les montants, ils sont publics? Ouais, on a levé 5 millions en cash-in. Ça, énorme. Ouais. Et en fait, ça que c'est quand même, on peut le dire, parce que c'est quand même peu courant pour une marque e-commerce, de surcroît une marque de vêtements, ouais, de lever autant d'argent. Je sais pas si tu as d'autres exemples comme ça, mais c'est quand même assez rare, non? De marque de vêtements si, non, il y en a. Après, pas forcément dans des purs players digital, mais tu vois, Bash, ça levait beaucoup d'argent. Oui. SMCP, ça levait beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, toutes les marques Sandro. Non, les Couples. Oui, parce que, alors, c'est vrai que moi, je disais plutôt des marques, du coup, en mode top player. Parce qu'eux, ils ont levé de l'argent, justement, les SMCP et tout ça. Enfin, donc, Sandro, Mage, The Couples, tous ces gens-là. Ouais. Parce qu'ils ont un modèle, du coup, 100% digital et retail. Ouais. Et donc, du coup, ils ont besoin d'avoir des ronds pour acheter les beaux, quoi. Non, mais donc voilà, on fait une levée de fonds. Ouais, il y a pas tant de marques que ça qui ont fait des levées de cette taille-là. Après, c'est pas une énorme levée non plus, mais donc on fait cette levée qu'on close fin décembre 2022. Donc tu vois, il y a 1 an à peu près. Et du coup, qu'est-ce qui change en fait après cette levée? En fait, c'est quoi? Juste, tu dors mieux la nuit? Ouais, parce que 2022, vous n'avez pas tant 2022... grossi que ça depuis en termes d'équipe, en termes de. Qu'est-ce qui change? Non, en fait, on lève surtout pour investir sur le déploiement inter-femme. Donc là, pour le coup, effectivement, c'est de la présence digitale, donc c'est pas mal d'ads. Sur la femme, il faut faire du développement produit. Donc, on investit aussi pas mal en frais de R&D, tu vois, de prototypage, des experts, etc. En RH aussi. En RH. Et après, on lève aussi pour tester des nouveaux canaux de distribution et d'acquisition. Et donc, on teste 2 choses principales en 2023. Donc, cette année, on a testé 2 choses principales. On a testé la télé en février on a fait notre premier test retail en mars-avril, un pop-up à Paris. La télé n'a pas marché, mais le retail a cartonné. Et du coup, là, on est en train de pousser un peu plus sur le retail avec une vision de faire du retail plutôt un canal de communication plutôt qu'un modèle économique en soi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit break-even, c'est un outil de com. Mais ça peut être rentable même, ça doit être même rentable d'ailleurs. Mais on n'a pas la vision de se dire que dans 4 ans, on aura 50 boutiques, c'est 50% du chiffre d'affaires.
On a plutôt une vision que ça soit voilà, un bout du business, mais qui est là pour, en vrai, supporter le e-commerce, pousser le e-commerce. Tu vas faire en sorte de recruter des nouveaux clients qui osent pas faire leur premier achat en ligne et prolonger l'expérience avec tes clients fidèles qui sont trop contents, tu vois. Et d'ailleurs, là, on a ouvert… donc là, on est le combien là? On est le 24 novembre, on a ouvert le 22. On a fait un pre-opening là, de notre deuxième pop-up à Paris avec des clients, avec nos meilleurs clients. Et du coup, j'étais à Paris là, mercredi, jeudi. Et c'est ouf, tu vois, ça prolonge pour nous, c'est chambé parce qu'on rencontre nos clients. Et pour les clients, c'est trop bien aussi parce que ils peuvent acheter des vêtements qu'ils n'osent pas acheter encore. Et surtout, ils prolongent l'expérience, quoi. Ouais, ok, trop cool. Donc voilà, donc c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on lève. Et voilà. Et donc après une année 2022 très dure, 2023 c'était un peu, tu vois, une année de transition. Il fallait un peu réparer les process, reconstruire la boîte, tester un petit peu ces choses. Et on a fait tout ça. Et du coup, c'est une année qui est repartie. On est reparti en croissance. C'est pas les niveaux de croissance qu'on avait en 2021, mais on est reparti en croissance et on espère croître encore plus fort l'année prochaine. Ok, trop cool. Et du coup, c'est quoi les gros chantiers là? Justement, c'est quoi les prochains milestones à aller chercher? Est-ce que c'est des milestones en termes de nombre de lancements, en termes de chiffre d'affaires tu peux communiquer? C'est quoi là les prochaines grandes étapes? Un des avantages de lever, c'est qu'en fait, tu es obligé d'écrire quand même un plan précis sur les 5 prochaines années parce que dans 5 ans, il va falloir a priori que tu t'offres une occasion aux investisseurs de sortir. Donc du coup, pour la première fois, on a fait ce travail avec mon codir de vraiment travailler sur une stratégie à 5 ans parce qu'en fait depuis le début on a, tu vois, une stratégie long terme mais qui est genre très long terme, tu vois, qui du coup est assez plutôt vision, qui fait rêver, vision et tout. Et on a des stratégies annuelles mais on n'a pas vraiment de plan à 5 ans précis. Donc on a fait ce travail et du coup en fait déjà la première chose c'est que la vision à très long terme c'est une vision sur laquelle Asphalt je le vois bien, pour moi la marque elle doit être capable de stretch un jour. Si on veut sortir du prêt-à-porter, elle doit être capable de le faire, etc. J'aime bien cette vision-là. C'est ça que mais tu l'avais déjà à l'époque. Ouais, tu me disais, moi, demain, j'aimerais qu'Asphalt, ça puisse être un restaurant, un café ou sur ouais, resto-café, écoute, on verra un jour peut-être. Hein, tu vois, il y a des marques d'ailleurs, des marques de fringues qui le font, Kitsune le fait. Ouais. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien cette idée de créer une marque. Et en plus, nous, je trouve que effectivement, une des grandes forces d'Asphalt, c'est cette capacité à construire un nouveau modèle économique. Tu vois, c'est ce truc de la co-création avec les clients des produits, la construction du produit pour qu'il dure et qu'il soit solide, et le changement de la distribution et de la production avec la précommande. Et ça peut s'appliquer à d'autres secteurs. Donc en fait, dès le départ, je me dis finalement cette secret sauce qu'on a, on pourrait le faire. Tu vois, on pourrait faire des vélos électriques demain. J'en sais rien. Oui, ça, j'allais dire, tu peux donner des exemples où dans ta tête, c'est des projets qui peuvent être proche, ça peut être dans 1 an, 2 ans, ou c'est quand même plus un truc dans 4-5 ans? Non, du coup, justement, là, ce travail nous a permis de voir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement écarté de la vision à 5 ans. Tu vois. Okay. À 5 ans, notre but, c'est d'être très, très focalisé sur être la meilleure marque de première main pour les hommes et les femmes. C'est déjà un gros marché. En France, gros marché. En Allemagne, gros marché. Et ça suffit déjà. Tu vois, si on fait ça très, très bien, c'est fine. Et donc, on veut être vraiment focalisé là-dessus. Donc, on va voir, évidemment, il peut se passer des choses qui font changer le plan, mais c'est plutôt ça le focus. Et en gros, nous, tu vois, l'idée, c'est vraiment de plutôt stabiliser le nombre de lancements qu'on fait par an. Là, aujourd'hui, on fait un lancement de produit chaque semaine. C'est pas forcément un nouveau produit, ça peut être un truc qu'on a déjà fait auparavant. Mais chaque mardi, tu as un lancement. À côté de ça, tu as des produits éternels qui sont là tout le temps sur le site, qui sont vraiment nos best-sellers, qui sont quand même en précommande, mais qui sont tout le temps dispo sur le site. Comme le jean, le t-shirt. Le t-shirt, les baskets, etc. D'ailleurs, juste pour faire une parenthèse dans la parenthèse, c'est le jean ou le t-shirt, non, qui est votre record. C'est le jean, ouais. C'est le jean, ouais. Après, vous l'avez laissé volume, en volume, c'est le t-shirt, mais… Mais en chiffre d'affaires, du coup, c'est le jean. Ouais, c'est le jean, ouais. Et c'était une vente à combien déjà? Alors attends, non mais si tu parles du premier lancement, en vrai, je pense que c'est le t-shirt en fait, parce que… Je me rappelle que c'était lourd, un t-shirt, vous t'en avez vendu combien? 42 000, voilà. Ouais, j'allais dire 37, tu vois, j'étais pas loin. 42 000, donc ouais, tu vois, on fait plus d'1 million d'euros sur un t-shirt. Ouais, c'est ça. Ouais. On était tous mi-admiratifs, mi-jaloux quand même à l'époque. Franchement, on dit, putain, il a fait 1 million d'euros avec une précommande de t-shirt vierge. C'était un truc de ouf, ouais. Donc voilà, et donc ouais, dans le plan c'est vraiment focus homme-femme, France sur l'inter, pas partir dans tous les sens. Le marché allemand il est très gros, ça réagit très très bien là-bas. Pour l'instant on n'a pas encore lancé la femme sur le marché allemand, donc ça c'est un truc qu'on va faire évidemment.
stabiliser le modèle économique, vraiment continuer de fine-tuner ce modèle économique parce qu'en fait, là, on va l'annoncer dans quelques jours, mais on refait des changements sur ce modèle économique où on s'est beaucoup tâté, notamment sur la durée des précommandes. L'année prochaine, on réitère et en fait, on refait une itération. On repasse sur des lancements en précommande chaque semaine, ça ne change pas, mais des lancements de 6 jours au lieu de 30 jours. Okay. Donc on revient dans un truc où ça lance le mardi, ça close le dimanche. Et du coup, sur le site, on va vraiment scinder l'expérience en deux. Tu auras le drop de la semaine qui est là et les éternels qui sont là et ce ne sera pas tout mélangé. En fait, finalement, tu vois, le site, il a pas mal évolué ces derniers temps et il commence à ressembler presque à un site normal où tu as un bouton e-shop et tu as 15 En fait, produits. c'est ce que j'allais te dire. Du coup, alors ça, c'est quelque chose que vous faites déjà un petit peu, non? Parce que, par exemple, aujourd'hui, ma question, c'est plutôt, là, pareil, si par exemple, on prend le mois dernier ou quoi, c'est quoi la part du chiffre d'affaires dans les drops, du coup, la précommande? C'est à peu près la moitié. C'est moitié-moitié. À peu près, ouais. Okay. C'est à peu près moitié-moitié. Donc voilà, donc ouais, là, l'idée c'est vraiment on espère dans les prochaines années stabiliser ce modèle économique et après, tu vois, nos gros enjeux en réalité, nous si on livre des bons produits avec une bonne expérience et qu'on arrive à fidéliser nos clients, la croissance elle se fait automatiquement entre guillemets. Oui. Tu vois, en fait, on a un modèle de rétention. Donc il faut avant tout être focalisé là-dessus. Nous, notre target sur les prochaines années et particulièrement les prochaines, c'est en fait qualité quoi. C'est en fait il faut qu'on soit extrêmement bon et qualité à tous les niveaux. Tu vois, c'est la qualité du produit, la qualité du marketing. Donc ça veut dire la qualité des images, la qualité de l'expérience client. Enfin voilà, ça doit être à tous les niveaux. Si on fait très bien ce travail-là, en fait, et qu'on fait en sorte que si toi tes clients, chaque année tu dis ah bah tiens c'est cool, je vais me prendre une pièce asphalte parce qu'il y a des nouveautés qui me font plaisir, etc. En réalité, évidemment qu'on a besoin de faire de l'acquisition et trouver des nouveaux clients, mais le cœur du réacteur, il est là. Donc en fait, notre stratégie, c'est vraiment d'être focalisé sur offrir la meilleure expérience, les meilleurs SAP à nos clients, continuer d'en gagner grâce à nos actions sur les réseaux sociaux, développer un peu le retail qui va nous permettre de gagner des nouveaux clients. Mais en fait, entre guillemets, si on fait ça très bien, on n'a pas besoin de plus pour déjà faire une très belle croissance sur les prochaines années. Et nous, depuis le début, on a vraiment cette culture du focus, tu vois. Donc à la fois, moi j'ai des idées de vision très défocus et à la fois en réalité dans le day-to-day, on est très focus, on ne fait pas 1000 trucs en même temps et on est plutôt dans cette idée de se dire ok, si on exécute extrêmement bien, prêt-à-porter homme, femme, France, Allemagne, en vrai c'est déjà énorme, tu vois. Et donc du coup là, si je fais un peu mes calculs, ça fait donc 7 ans que Asphalt existe. Ouais. Là, tu as une vision que tu es en train de dérouler, là, une vision sur 5 ans. Donc ça fera 12 ans d'Asphalt. Ouais. Et je suppose que du coup tu vas même peut-être après. Ouais. Comment toi justement qui a beaucoup d'idées, qui adore l'entrepreneuriat, qui adore Richard Branson, qui quand même, on rappelle, a fait Virgin, donc niveau focus là on fait mieux quand même. Ouais, c'est clair. Comment tu vois toi là alors je vais pas te demander tes 20 prochaines années ou quoi, mais du coup comment t'arrives en fait à gommer peut-être ces petits regrets, ce petit FOMO que tu pourrais avoir de monter d'autres choses? En vrai c'est ouf parce que et donc là, encore une fois, écrire ce plan, ça m'a permis aussi de me dire, ok, en fait, zap, tu vois, genre, c'est cool d'avoir des idées et je continue de les dropper, de les noter, tu vois, il n'y a pas de problème, je vais pas m'interdire d'avoir des idées, mais je sais que pendant 5 ans, je fais que ça, tu vois, il y a pas de… Par contre, en parallèle, je commence à faire un peu de coaching, je commence à investir un petit peu, donc ça me permet aussi, tu vois, de m'ouvrir un petit peu et d'être un peu moins genre monomaniaque sur ma boîte, donc ça c'est cool. Donc ça m'aide. Enfin, ça m'aide. C'est pas que ça m'aide, mais en tout cas, je kiffe faire ça, tu vois, et ça me permet de me nourrir aussi. Faire d'autres choses, ouais. Et après, sur la suite, franchement, j'ai plutôt une vision très long terme du truc, donc je me vois bien faire ça pendant longtemps. Par contre, je pense qu'effectivement, je me vois bien à un moment tester d'autres choses, tu vois. Et ça peut peut-être être sous la marque Asphalt, hein, mais je me vois bien faire d'autres trucs, ouais. Mais voilà, pour l'instant, tu vois, entre guillemets, ça sert à rien d'y penser parce que là, j'ai mon plan pour les prochaines années et ça me va très bien. Tu vois, ce plan, il me va très bien. Donc, on en parlera dans la saison 37 du podcast. Et du coup, on pourra voir les vélos asphalte, les restaurants asphalte, les cafés asphalte. Je kifferais en vrai.
En vrai, ça serait une tuerie. Hein. Les vélos asphalte, en tout cas, tu vois, le nom, il marche bien. Tu vois. Ah bah, il marche grave. Bah même, franchement, la première fois que j'ai reçu votre première newsletter où je te dis, bah, j'ai vraiment cette vision, en fait, ça, genre, c'est pas la route 66, tu sais, avec du désert à côté. Ouais, c'était un truc un peu comme ça, quoi. Ouais. Et on voyait asphalte, alors ça sentait bien, alors, j'allais dire ça sent le goudron, pardon, on va peut-être pas dire ça. Mais ok. Bah écoute, franchement, je pense qu'on a fait quand même un bon tour là. Ouais. C'est trop cool. Non, bah écoute, ce qu'on peut souhaiter, du coup, c'est que tout se passe comme le plan l'a dit là, sur les 5 prochaines années. Et puis en tout cas, bah, merci beaucoup, William. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, Hugo. D'avoir pris du temps. Merci. Là, on est quand même vendredi soir. Ouais, j'avoue. Il est bientôt 19h. Ouais. On est HS. Mais du coup, bah, merci d'avoir pris le temps. Non, mais c'était un plaisir. Merci aussi à tes équipes qui sont restées là pour nous aider. Et écoute, cool. à très vite. Merci Hugo et bravo pour le podcast. Ciao à tous. Ciao.